juste pour vous mettre un petit peu vous rappeler le contexte. Donc, présentation du CPE avec Romain. Donc, on a ouvert l'établissement en 2011, superficie de 72 000 mètres carrés, monobloc sur 5 étages, 540 pieds places, 10 salles de bloc. Voilà, je passe un peu les détails, 2 scanners, 2 IRM, un hélice-mur. Et on est le site support du GHT Nord Saône-et-Loire Morvan, donc qui regroupe une douzaine d'établissements. Consommation annuelle, donc les données 2024, donc 8280 MWh d'électricité, plus production des panneaux photovoltaïques sur avec ombrière, donc 1503 MWh, 5146 MWh de chaleur, donc du RCU, du fournisseur, et puis notre PAC a produit 1782 MWh de chaleur. Sachant que là, faudra qu'on déduise la partie électricité de la PAC qui n'est pas déduite au-dessus, bien sûr. La consommation électrique de la PAC. 85 000 mètres cubes d'eau, dont le CS 7220 mètres cubes. Donc voilà une diapo qui vous montre un peu l'établissement vu de dessus, ouverture. Donc on reprend un peu ce que j'ai dit avant. 80 CTA, 80 centrales de traitement d'air, contre rafraîchissement, traitement des locaux. L'intégralité de l'établissement est rafraîchie. Et puis climatisé pour tout ce qui est classe de risque pour toutes les salles classées. 4 groupes froids de 4 mégawatts, donc qui produisent eau glacée pour toutes les utilités de l'hôpital, qui se trouvent au bâtiment énergie, donc on voit en arrière-plan. 3 groupes électrogènes pour autonomie de 5 jours, bon ça je passe, 1700 radiateurs, 15 000 luminaires. Donc l'historique de la démarche, comment on est venu à ce CPE en 2021, en fait, on a déjà contracté un premier CPE, donc un contrat avec intéressement, avant réception du bâtiment en 2011. Donc, ce contrat incluait 3 phases. Donc, une première phase, donc le contrat a démarré 6 mois avant la réception du bâtiment. Comme ça, il y a eu une aide à la prise en main et réception des installations, donc avec la maîtrise d'œuvre. Une deuxième phase, donc de démarrage des exploitations, où il y avait bien sûr tous les réglages, tous les réglages de fin de chantier, démarrage d'exploitation qui a duré après pendant 1 an, et la troisième phase, exploitation avec intéressement, donc qui nous a permis de nous faire une année de référence. Ce contrat de suivi énergétique était simplement sur la chaleur. On comptait pas du tout, on comptait rien d'autre, ni l'électricité, ni le froid, on était vraiment que sur la chaleur, donc sur le compteur de livraison de Chalon Énergie, donc notre fournisseur. Donc pas de sous-comptage dans l'établissement, donc on n'avait vraiment que ce compteur-là, donc un peu difficile de faire du comptage précis dans ces conditions, puisqu'on n'enlevait pas la part ECS, les parts de process, des blocs opératoires, de la DSU et tout ça, donc et on comptait pas non plus les legs des sous-stations. On a renouvelé le contrat donc en 2016, à peu près sur les mêmes bases d'intéressement. Par contre, on n'avait toujours pas de P3, pas de travaux, pardon. Par contre, on a inclus l'installation des sous-compteurs dans la consultation. Donc, on a réalisé un plan de comptage et on a demandé des compteurs sur toute la chaleur, toutes nos sous-stations, également sur le froid, l'ECS et sur l'électricité, donc tous les auxiliaires, pompes de circulation chaud, froid et tout ce qui est auxiliaire des sous-stations aussi sur les circuits secondaires. On a pris un AMO pour la rédaction du cahier des charges pour nous aider donc dans cette mission en 2016. Donc le contrat est arrivé à son terme en 2020. Il y a eu la petite maladie que tout le monde connaît, donc ça a un petit peu traîné pour relancer le nouveau marché. Donc on a refait une nouvelle consultation en mars 2021. Là, on a voulu mettre un contrat avec des objectifs d'économie d'énergie. Donc on a décidé de faire un contrat d'une durée de 6 ans pour que les entreprises puissent répondre, puisqu'on ne pouvait pas se permettre de faire un contrat sur une durée trop courte par rapport aux investissements qu'il allait avoir à faire, et reconductible une fois 2 ans. Donc là, on est parti en fait pour 8 ans avec le même prestataire. Donc contrat de suivi énergétique, intéressement avec P3, travaux d'amélioration de la performance énergétique. On avait une mission d'AMO aussi pour la direction du cahier des charges et pour le suivi du contrat pendant 2 ans. Donc on a gardé cet AMO en fait, et il a fait les réunions d'exploitation en fait pendant 2 ans, avec nous. Il a fait le suivi des réunions d'exploitation pendant 2 ans. Entre 2021 et 2022, donc il y a eu tous les travaux de pose et d'installation des compteurs, mise en œuvre de toutes les préconisations qui avaient été faites par l'entreprise. Donc on a démarré
réellement le contrat en 2021. On va voir un petit peu le phasage donc du dernier contrat du CPE qui nous intéresse. Donc en mars 2020, début de la mission de l'AMO à l'hôpital. Là, il faut une connaissance indispensable du site et des installations par le maître d'ouvrage, parce qu'il y a eu un gros travail justement avec l'AMO pour maîtriser toutes les installations et pouvoir faire un programme qui colle au mieux à l'établissement. 11 septembre 2020, donc appel à candidature publié. Le 12 octobre, remise des offres de 4 candidats. Et il y avait eu des capacités économiques et financières qui ont été mis en tant que critères. Donc, avec un chiffre d'affaires du dernier exercice de 3 millions d'euros et un chiffre d'affaires du dernier exercice comptable dans le domaine, donc dans le CVC, minimum exigé de 400 000 euros hors taxes. Donc ça a permis d'avoir que des entreprises qui étaient capables de répondre à ces gros marchés-là. Bon, après, voilà, c'est une pratique, voilà, qui est tout à fait légale. Donc, on peut déjà mettre ça pour éviter d'avoir des petites entreprises qui pourront pas aller au bout de la consultation. Donc, le 23 octobre, on a refait un DCE offre initiale transmis aux 3 candidats. Il y avait plus que 3 candidats. Le 3 novembre, on a fait la visite des installations aux 3 candidats. 6 janvier, 2 entreprises ont remis une offre initiale. Il y a une entreprise là qui s'est écartée, qui n'a pas souhaité continuer. Le 21 janvier, 11 février, on a fait des étapes de négociation donc avec les entreprises. On a fait 2 séances de négociation où là, ça a été vraiment très intéressant parce qu'on a pu échanger avec les entreprises sur les solutions retenues. Ça a été vraiment bénéfique pour la suite du marché. 12 février, courrier adressé aux 2 candidats, voilà. Et le 19 mars, notification du marché à l'entreprise retenue. Donc, vous voyez, on a passé entre le début de la mission de l'AMO et puis la notification du marché, il a fallu pratiquement un an, quoi, pour pouvoir mener à bien la mission. Donc, dans les propositions de l'AMO, attendu des engagements de performance énergétique, thermique et électrique, bien sûr, sans détérioration des conditions de confort. Donc, en travaillant justement avec l'AMO, on a détecté des pistes d'amélioration. L'optimisation des réglages du réseau primaire, le calorifuge, la récupération de chaleur fatale, récupération sur les groupes de production d'eau glacée, un petit peu de free cooling, le réglage des CTA, tout ça. Donc ça a été proposé en fait directement dans le programme. Donc, qui n'était pas inclus forcément chauffage, bassin de balnéothérapie, les performances des CTR9 des blocs opératoires par rapport au bloc, l'ECS. Donc, tous ces usages-là ont été retirés en fait du plan de comptage et de la performance énergétique. Donc, les pistes d'amélioration un peu plus en détail. Donc, on avait proposé la récupération d'énergie fatale sur les groupes froids, l'énergie fatale de la production d'eau glacée des chambres froides. Donc, ça, on avait commencé déjà un petit peu, nous, la démarche en interne avant d'avoir fait cette consultation. Température, gain de température sur le circuit de distribution chaud. Donc, les gains de température, c'est plutôt le gain de l'absence de la réduction des pertes, pardon. Réduction des débits de pompe primaire, donc ça va avec la réduction des pertes. Installation de 22 voies également. Température de départ aussi. Et régulation du débit des bouteilles en sous-station, pareil sur le chaud et le froid aussi pour limiter les pertes réseau. Et puis pouvoir varier les débits des pompes. Donc, plan de progrès, proposition de travaux d'amélioration. Donc, on a demandé des travaux d'amélioration sur les équipements par un plan de progrès inclus au GOR, des travaux sur les secondaires aussi, également. Et puis, la valorisation des C2E qui était en fait prise entièrement par le titulaire. C'était à eux de gérer en fait tous les C2E relatifs à toutes ces actions qui ont été faites de toutes ces propositions de travaux. Ça va, Laurie? David? Ouais, c'est bon? Oui. Donc le périmètre du CPE, donc il a été déterminé, ou avant on n'était que sur la chaleur. Donc là vous voyez, sur l'électricité du centre hospitalier, en fait, dans l'élec, on comptait compteur auxiliaire de primaire chaud, donc tout ce qui sert à la circulation du chaud, compteur auxiliaire secondaire de toutes les sous-stations. Donc c'est toutes les pompes, capteurs, actionneurs, en fait tout ce qu'il y a dans les sous-stations. Et le compteur auxiliaire primaire froid, donc les groupes froids, les pompes de circulation, pompes condenseurs, aéros, tout ce qui est en fait
toute l'électricité en fait utile à la production d'eau glacée. Donc dans le CPE, on a aussi l'eau glacée, donc des CTA de confort. Donc, bien sûr, pas tout ce qui est process, bloc opératoire, IRM, scanner, tout ça. Tout ça, c'est écarté, bien sûr, du CPE. On a mis tout ce qui est eau glacée, CTA de confort, les ventiloconvecteurs, et puis voilà, quelques batteries terminales froides. Dedans, il y a la pompe à chaleur de récupération, donc qui a été installée, on va voir ça un petit peu plus tard, donc par l'entreprise dans le cadre du marché. On a un intéressement pardon, sur les pertes réseau aussi primaires du bâtiment énergie et sur bien sûr les besoins de chauffage de l'établissement, pondérés bien sûr avec les DJU. Donc on a retiré, comme vous voyez, la consommation de CS, la balnéothérapie et les centrales de traitement d'air du bloc opératoire. Donc l'entreprise retenue nous a proposé des APE, des actions de performance énergétique. Ils en ont proposé 9, dont celles qui étaient prises en charge par les C2E, donc celles qui apparaissent, celles qui sont en noir, il n'y avait pas de C2E possible dessus. Donc la plus grosse APE, comme vous pouvez le voir, c'est la mise en place d'une PAC, haute température et récupération de chaleur sur les groupes froids, en fait, qu'on a connecté sur notre circuit d'aéro. Donc, le montant des travaux, 229 000 euros. La part C2E, 450 000 euros. Donc, on a eu beaucoup plus de C2E que le montant des travaux. Donc, avec cette somme, justement, de C2E, ça nous a permis de pouvoir faire beaucoup d'autres actions qui n'étaient pas comprises, justement, dans les C2E. L'optimisation des pertes réseau et variation du débit chaud. Donc là, on a passé on a remis des bouteilles on a remis, pardon, des vannes de voies sur les bouteilles dans chaque sous-station. Et on a changé les 23 voies en 22 voies. Donc voilà les montants, 111 000 euros, ça nous a rapporté 106 000 euros quand même de C2E. Récupération de la chaleur de la balnéo, en fait, c'est pas récupération de chaleur balnéo, en fait, il y a une petite boulette là, c'est récupération en fait de la production d'eau glacée chambre froide, où on vient chauffer la balnéo avec, en fait. Et dessus, on a pu remettre la préchauffe ECS d'une sous-station qui est juste à proximité. Et ça a permis, parce qu'on avait encore de l'énergie fatale qui n'était pas valorisée. Donc on a pu rétendre ça en plus sur la préchauffe de l'eau chaude sanitaire de la sous-station où il y a la cuisine dessus, donc avec un gros gain à l'issue. Optimisation du delta T, variation du débit froid, plus modification pilotage des pompes groupe froid. Donc on avait les pompes groupe froid, on a passé les pilotages des pompes groupe froid en delta T, alors qu'on était en delta P avant. Optimisation du delta T, variation du débit froid aussi pour avoir aussi des meilleures températures de retour, un meilleur échange. Modification des fonctionnements des CTA courbe été, courbe hiver. Avant, on fonctionnait que sur une courbe qui n'était pas tout à fait adaptée. Donc là, maintenant, automatiquement, on passe sur une courbe ou une autre en fonction des conditions climatiques. Le free cooling salle serveur, donc on a rajouté un free cooling en fait dans la salle serveur. On a une salle serveur qui était refroidie avec deux armoires de clim reprises sur notre réseau d'eau glacée bâtiment. Et on a mis un free cooling en fait qui servait au départ de secours et maintenant qu'on utilise en permanence pour climatiser le local serveur 7 à 8 mois dans l'année. La néonate biberonnerie, donc la séparation aérolique de la biberonnerie, c'est juste des ajustements. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on était repris sur une autre CTA. On a séparé hydrauliquement, aéroliquement et au niveau régulation aussi la zone. Optimisation du fonctionnement des circuits CTA, SES et ECS, pardon, en sous-station. Ça, c'était par rapport au réglage des pompes. Et désembouage des réseaux de chauffage. Donc, il y a un désembouage qui a été fait sur les 1700 radiateurs. Donc, ils ont fait le désembouage avec un clarificateur et derrière la mise en place de pompes de traitement permanent. Donc voilà le montant de l'opération, 568 000 de travaux et vous voyez les temps de retour sur investissement qui sont très très intéressants puisque bien sûr l'établissement n'a pas eu à verser 1 euro pour toutes ces actions.
Merci Hervé, je vais prendre la main. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc on voulait vous faire un petit focus sur la pompe à chaleur, parce que c'est quand même l'action principale du CPE qui a été fait sur l'établissement. Donc la pompe à chaleur, alors faut savoir que sur le site, la configuration du site, elle se prêtait quand même vraiment très bien à cette installation, ce qui n'est pas forcément toujours le cas pour tout le monde. Donc on a donc les quatre groupes d'eau glacée, donc qui à l'origine avaient donc une chaleur fatale perdue avec les aéro-réfrigérants au niveau du bâtiment énergie. Et donc il a été installé une pompe à chaleur qui vient récupérer une partie de cette chaleur qui à l'origine était perdue, et puis qui vient la réinjecter sur le retour général en fait de toute la production de chaleur de l'établissement, avant le réseau de chaleur, ce qui permet de réinjecter tout ce qu'on peut et ce qui est produit par la pompe à chaleur, et puis d'apporter le complément ensuite avec le réseau de chaleur qu'on avait à l'origine. Hervé, si on peut passer. Pardon, excuse-moi. Non, pas de souci. Merci. Donc ici, c'était la proposition donc de l'exploitant qui a été retenue. Sur la courbe rouge un peu plus foncée sur le fond, c'est donc les appels de puissance de l'établissement en chaleur auprès du réseau de chaleur urbain. Donc ils ont récupéré en fait le relevé un relevé annuel. Et puis en rouge plus clair sur le premier plan, donc c'est la production de la pompe à chaleur qui avait été estimée à l'origine donc par l'exploitant. On voit que pendant plus de la moitié de l'année, largement plus de la moitié de l'année, elle fonctionne quasiment à son maximum. Et puis, par contre, en hiver, quand on a peu de besoins en eau glacée, là, on est limité après sur la puissance et sur la chaleur qu'on peut récupérer dans l'établissement. Et puis, on voit donc elle a été dimensionnée en fait au niveau du talon de consommation de l'établissement en plein été. Donc, c'est là où on a le moins de demandes de chaleur parce que il y a quasiment que l'eau chaude sanitaire pour l'établissement. Voilà. C'est bon? Oui, si, merci. Ici, donc, vous avez le tableau des engagements de consommation et puis les gains aussi qu'avait proposé donc l'exploitant pour la réponse au CPE. Donc, ce qu'on a entouré en bleu, donc c'est les postes sur lesquels il y a un engagement de la part de l'exploitant, et puis le reste, c'est des postes où ils ont, parmi les travaux que Hervé a cités, il y a eu des économies qui ont été réalisées. Donc, il les avait estimées, mais par contre, il n'y avait pas forcément d'engagement sur ces parties-là. Donc le premier, donc c'était sur le besoin de chaleur de l'établissement, donc qui a permis où ils sont engagés à baisser un petit peu cette partie-là. Donc on a la partie eau chaude sanitaire aussi sur la production avec des calorifuges, des modifications de réglage qui ont permis aussi sur lesquels ils ont annoncé des économies. La perte aussi réseau primaire et de la chaufferie des sous-stations. Le plus gros poste, donc on a déjà parlé, donc c'est la récupération d'énergie avec la pompe à chaleur. Donc là, qui représente quand même le poste qui était le plus important. Et puis, aussi donc une partie sur la consommation d'électricité. Donc c'est les quatre postes du bas du tableau. Donc avec la surconsommation entre guillemets donc de la pompe à chaleur comme elle a été installée, donc qui était inexistante à l'origine. Et puis sur les autres auxiliaires des donc primaires et puis des sous-stations, avec aussi des économies en remplaçant une partie des circulateurs ou en changeant leur mode de régulation. Donc du coup sur tous ces postes-là, l'exploitant s'est engagé à une baisse de 33,5% des consommations sur cette partie-là. Alors ça représente pas l'ensemble de l'établissement, mais toute la partie chaleur et puis une petite partie électricité. Et puis, alors, on vous a fait plusieurs tableaux bilan sur donc à la fois les consommations et puis sur la partie énergie. Donc, le premier, là, c'est uniquement sur la pompe à chaleur. Donc, maintenant, on a fait donc sur les trois premières années du contrat, puisque la première année 2021, la pompe à chaleur, il a fallu le temps des travaux, donc elle n'a pas été complète enfin, tous les travaux avaient pas été réalisés. Donc on voit que la consommation de chaleur, on se situe à peu près à 7000 MWh, donc global, en moyenne sur les trois précédentes années. Au niveau du réseau de chaleur, on est entre 4500, on va dire, et puis 4700 en fonctionnement normal. On voit que 2024, on a eu une augmentation de la consommation auprès du réseau de chaleur. C'est parce que l'établissement a des tarifs d'électricité qui sont assez élevés sur certaines périodes de l'année.
ce qui nous a imposé en fait d'arrêter la pompe à chaleur sur certaines périodes, donc les heures pleines hiver, enfin haute saison, parce que en fait ça nous coûte plus cher, ça coûte plus cher à l'établissement de faire fonctionner la pompe à chaleur sur ces tarifs élevés que d'avoir de l'énergie qui provient du réseau de chaleur. Voilà. Donc on a limité un peu la production de la pompe à chaleur sur certaines périodes. Et on le voit d'ailleurs du coup sur la quantité, enfin la production de la pompe à chaleur et du coup sur la part que représentait la pompe à chaleur. Mais on voit que sur l'année 2022 où on n'a pas eu ces problèmes-là, la pompe à chaleur elle a produit 40% de l'énergie thermique chaude pour l'établissement. Et donc, d'un point de vue financier, donc le tableau que vous avez en dessous, donc là, comme on a eu des fortes variations sur le prix de l'électricité, donc on était à 90 000 euros à peu près en 2022 sur le coût d'électricité de la pompe à chaleur, qui nous a fait économiser 190 000 euros en chaleur. Donc ça faisait un bilan positif pour l'établissement d'un peu plus de 100 000 euros d'économie pour l'établissement. Et par contre, du coup, sur 2023-2024, on a des tarifs qui ont augmenté. Donc même si on a moins fait fonctionner la pompe à chaleur en 2023, on est quand même à plus cher qu'en 2022. Et puis, donc, on a moins produit. Donc là, le bilan est moins bon sur ces 2 années-là. Et on retrouve petit à petit des tarifs qui sont plus proches de 2022, donc avec des gains un peu plus importants. Donc on est entre alors 10 000 euros sur la pompe à chaleur la plus mauvaise année, et puis plus de 100 000 sur la meilleure année. Tu peux peut-être parler de la part, le R1, par rapport aussi aux Oui, gains sur le oui. RCU. Là, Il n'est les pas gains, ils sont important vraiment aussi. que les gains, ils sont effectivement sur uniquement la part fourniture de chaleur du réseau de chaleur urbain. C'est pas sur le prix global, y compris l'abonnement. Et puis donc des bilans un petit peu plus globaux. Donc le premier tableau, c'est pour les consommations un peu plus générales de l'établissement, et c'est donc la comparaison par rapport à la situation de référence. Donc avant en fait la mise en place du dernier CPE. Donc tous les travaux qui ont été faits et les réglages qui ont pu être faits. Donc on voit qu'on est entre 2500 et 3500 MWh de chaleur d'économisés par rapport à la situation de référence, donc avant, donc qui comprend toutes les économies faites par les travaux plus la production de la pompe à chaleur. Et puis sur l'électricité, on a un petit peu plus consommé avec l'installation de la pompe à chaleur. Donc on voit les 436 en 2022. L'exploitant aussi a eu des soucis sur une partie des gains qu'il pensait faire sur l'électricité. Donc c'est pour ça qu'on voit que ça a baissé quand même d'une année aussi à l'autre. Il y a une part parce que la pompe à chaleur a moins fonctionné, et aussi parce qu'ils ont optimisé des choses, des consommations d'électricité qu'ils ont eu du mal à faire dès le début du contrat. Donc on voit ce coup-ci sur le bilan par rapport à la situation de référence. Sur la chaleur, on est entre moins 180 000 et moins 260 000 euros par an d'économie là sur les 3 précédentes années. Et puis en électricité, par contre, donc un surcoût entre 50 000 et 6 000 euros selon l'année. Et donc on est entre 150 000 euros d'économie par rapport à la situation de référence, et un peu plus de 200 000 euros selon l'année et selon les coûts de l'énergie. Et puis sur le CPE en lui-même, donc vis-à-vis donc là c'est les gains par rapport à ce que l'exploitant sur lesquels l'exploitant s'est engagé. Donc on voit que sur la partie chaleur par rapport aux cibles qui ont été ciblées, qui avaient été définies, ils ont toujours été donc on a toujours moins consommé que les cibles définies par l'exploitant, entre presque 300 et 900 mégawattheures d'économie annuellement. Donc comme je l'ai dit avant, sur l'électricité où ils ont eu plus de difficultés, donc au début ils ont été on a plus consommé, donc plus 243 mégawattheures sur l'électricité. En 2023 on était presque à l'équilibre, et puis là 2024 on est en dessous sur la consommation. Et donc sur le bilan uniquement vis-à-vis donc du CPE et des cibles qui ont été faites, on a toujours été en dessous des consommations globales, donc entre 20 000 et 40 000 euros d'économie pour l'établissement par rapport aux cibles annoncées de la part de l'exploitant. Et donc sur la diapo suivante, on voit avec l'exploitant donc ces économies-là, c'est des calculs classiques, hein, mais dans notre cas, donc il est prévu un tunnel de neutralisation de l'intéressement, donc vis-à-vis des montants en fait qui ont été annoncés avant. Entre -2 et plus 2%, on n'a pas ni d'intéressement ni de pénalité pour l'exploitant. Si par contre sur les cibles ils sont on est au-dessus de la consommation, là l'intégralité du surcoût est pris en charge par l'exploitant.
Et puis si on est en dessous de la cible, et ben là, on partage les économies entre l'exploitant et l'établissement. Et en sachant que ce calcul, il est fait deux fois, il est fait à la fois pour la partie chaleur et à la fois pour la partie électricité. Donc ils ont été pénalisés par exemple la première année sur l'électricité, et par contre il y avait de l'intéressement sur la partie chaleur. Voilà. C'est pas un bilan global sur le cumul des consommations. Pour le suivi, pour le déroulé, pardon, donc on a des réunions aussi de suivi trimestriel dans lesquelles on va échanger sur le suivi des consommations, mais aussi des comptes P3 et puis de tous les points qui sont à traiter et importants pour le contrat. Ils nous fournissent un tableau de suivi des consommations mensuelles qu'on réutilise pour l'ISO 50001, donc le management de l'énergie, qui nous permet de faire un suivi mensuel après des consommations de l'ensemble du site. Comme Hervé l'a dit, donc il y a l'assistant maîtrise d'ouvrage qui a fait le suivi de la prestation et aussi le calcul de vérification de l'intéressement pendant 2 ans. Et puis maintenant, on fait le suivi intégralement en interne. On vous a remis rapidement pour pas aller non plus trop dans le détail. Donc là, vous avez deux graphiques avec les indicateurs de performance énergétique qu'on suit. C'est quelques exemples dans le cadre de l'ISO 50001. Ça permet de sortir vraiment et d'identifier vraiment les gains ou surconsommation qu'on pourrait avoir sur les différents sites ou postes. Donc à gauche, vous avez la consommation globale de l'établissement réseau de chaleur plus l'électricité et qu'on divise par rapport à l'activité de l'établissement. Donc ça permet aussi d'avoir un regard, parce que mine de rien, on est là aussi pour soigner, donc ça permet de savoir un peu si on augmente l'activité, quel impact ça peut avoir sur nos consommations. Donc on voit que par rapport à 2021, donc au moment du début du CPE, on a eu ces moins 21% presque de gains quand on voit cette activité, donc qui sont les gains majoritaires. Et puis si on remonte un peu plus loin au global, on a baissé donc ces consommations globales chaleur électricité de un peu plus, enfin près de 35% sur l'établissement quand on le lie à l'activité. Et puis sur le graphe de droite, donc c'est les consommations du réseau de chaleur de l'établissement et qu'on divise par rapport au degré jour. Donc on voit aussi la même chose, une très forte baisse entre 2021 et 2022 avec la pompe à chaleur. Et puis par contre, on voit que le fait d'avoir fait un peu moins fonctionner la pompe à chaleur, on a eu une réaugmentation de cette consommation entre 2023 et 2024. Et puis, on a fait un petit bilan avantages-inconvénients ou point de vigilance, nous, qu'on a pu faire ressortir là du suivi. Donc, le principal avantage, c'est bien sûr les économies d'énergie et puis qu'elles soient en mégawattheure ou financières. On a quand même du coup un suivi assez complet des installations avec l'exploitant, parce qu'on a des regards pas uniquement techniques, il y a aussi cette consommation qui permet de suivre les dérives qu'on pourrait avoir. Euh, le CPE là a permis aussi de réduire fortement le risque lié à tous les travaux qui avaient été proposés, vu qu'on a les cibles en face. Si une partie des travaux qui ont été faits correspondent pas à ce qui avait été prévu ou on n'atteint pas, en tout cas, les objectifs, on l'a vu nous sur l'électricité notamment. Là, l'exploitant met quand même plus en œuvre, plus de moyens en œuvre pour essayer de résoudre les problèmes et puis d'optimiser que dans des cas où, bien sûr, il n'y a pas cette pénalité ou cet intéressement. On a remis la valorisation des C2E, ça évite de faire la gestion administrative, mais ça peut être fait aussi quand même en interne. Et puis, ce qui n'avait pas été forcément identifié, dans notre cas, ça a permis quand même une diversification des sources de production d'énergie, qui est quand même un avantage. Alors, il faut pouvoir le piloter, mais on voit que là, le fait de pouvoir réduire la pompe à chaleur et puis être plus sur le réseau de chaleur, ça permet d'éviter que si une énergie prend trop, augmente trop, on peut un peu se rabattre sur l'autre. Alors, la marge de manœuvre est limitée, mais ça permet quand même de le faire en partie. Et puis, alors par contre, en inconvénient, c'est que ce qu'on note, c'est que ça nécessite quand même de conserver une analyse et un temps de suivi de l'exploitant, des calculs, etc., qui est important pour éviter qu'il y ait des dérives de la part de l'exploitant. Bien sûr, ça nous demande de laisser les réglages, les paramétrages de l'installation et des équipements totalement à l'exploitant. Parce qu'on peut, voilà, si de notre côté on joue trop sur les réglages, ça pénalise l'exploitant. Donc on est obligé bien sûr de leur laisser la main sur les installations. Euh,
Et puis, bah, ça réduit un peu les gains financiers potentiels, puisque bah, et avec l'intéressement et autres, on reverse une partie à l'exploitant. Mais en général, au global, ça reste plus intéressant parce que eux ont tout intérêt quand même à faire des économies, donc on peut avoir plus d'économies avec ça que s'ils n'étaient pas intéressés. Est-ce que on reprend les questions, David? Ouais, Je sais très pas si bien. on Bah, a. merci à tous les deux, ouais, pour Merci, Romain. l'aspect du temps ancien imparti et puis cette synthèse. Pour quel... Alors oui, il y avait Thomas qui a posé une question sur le périmètre là, du CPE. Et puis ensuite sur la free Bah, cooling. on exclut le CS parce que c'est des consommations qu'on ne maîtrise pas, mais c'est vrai on pourrait les comparer justement avec un indicateur de consommation CS. Justement, on en a parlé avec Romain il n'y a pas bien longtemps. La balnéo aussi, parce qu'on maîtrisait pas non plus, et on considérait ça comme un peu comme du process, tout comme les CTA de bloc. Mais maintenant qu'on peut avoir des données d'activité, justement, on pourrait faire des ratios, justement, qu'on pourrait corréler avec l'activité, et puis pourquoi pas les intégrer au CPE. C'est vrai que c'est un choix qui avait été fait au départ, dès les débuts des contrats. Et justement, on s'est posé la question il y a pas bien longtemps avec Romain, de dire pourquoi pas étendre un petit peu quand même le périmètre du CPE et rajouter justement tout ça Ouais. dedans pour les challenger Pour, un petit peu sur des CTA du bloc, quoi, pour gérer un peu plus les désus et tout ça, oui. C'est vrai que pour les CTA blocs notamment, parce que c'est vraiment important, dans le fonctionnement qui est plutôt bien, c'est qu'ils ont une tablette où ils peuvent passer les CTA en mode réduit quand le bloc est pas utilisé. Et en fait, du coup, ça a un impact prépondérant sur la consommation de ces CTA. Donc, il faut absolument être capable de pouvoir identifier le temps en fait de fonctionnement en mode utilisation et le mode réduit parce que sinon, bah, on peut pas demander à l'exploitant d'engager quelque chose dessus si le personnel après fait pas correctement les réglages. Donc il faut ces parties-là qui étaient pas, on n'avait pas forcément cette information à l'origine. Par contre, effectivement, dans le prochain, ça pourrait être envisagé. Quelles mesures de free cooling avez-vous mis en place dans les salles serveurs? Quelles mesures? C'est-à-dire quelle technique ou comment les mesures désolé, je comprends pas trop la question là. Oui, Thomas, je sais pas si il est en train d'écrire Ah, avec parfait, merci. Et puis il y a Grégory qui a levé la main aussi. Tu peux lui donner sur la main? la part du coup de l'AMO. Grégory a posé la question du coup. Ça, je l'ai plus en tête. Je suis désolé, je sais plus du tout je sais plus. Je peux pas vous dire. Je vous dirai une bêtise. Donc là, c'est quelque chose que j'ai pas été recherché. Et je m'en rappelle plus là. Ouais. Quelle technique sur ventilation? Oui, tout à fait. C'est avec de l'air. On prenait l'air en fait on a un grand vide sanitaire de 6 000 mètres carrés qui était juste à côté justement de la salle serveur et on a mis en place en fait une surventilation où on vient ventiler par le plancher technique. Ça passe à travers les baies serveurs et on vient récupérer en fait reprendre en fait en vrac dans le faux plafond l'air qu'on renvoie en fait dans le vide sanitaire. Et là, il y a une amélioration de fait puisque le vide sanitaire pouvait être un peu chaud, donc on peut reprendre maintenant de l'air à l'extérieur quand les conditions climatiques le permettent. Voilà. Ok. Il y a Benoît qui est aussi en train de poser une question. Encore 2 petites minutes et puis après on passera à l'IA. Et sur les coups d'AMO, bah, on se garde la question et si on, voilà, on peut pousser Bah, l'information après, hein. je pourrais le communiquer ça, mais là, je vais pas. Ouais. Et avec J'ai- peut-être les différents lots, parce qu'il y a la mise au point du CPE, il y a 2 phases. Il y a la phase aussi d'étude de faisabilité préalable. Oui. Il y a une phase d'appui à la passation de marché, et puis il y a une phase suivie, on va dire en gros, hein, si je récapitule un peu les grandes lignes, hein, mais c'est un peu ça. Donc, C'était ça. mm, Et puis négociation, quoi, très très importante la négociation, quoi, parce qu'on a avancé sur ce que je vous disais tout à l'heure sur beaucoup de sujets, mais les deux candidats avaient répondu pratiquement avec les mêmes APE, mm, avec un qui était un petit peu plus avantagé puisqu'il était sur site déjà depuis un petit moment, et qui a pu détecter justement des sources d'économie d'énergie que l'autre a pas pu forcément. Ils partaient quand même avec une petite longueur d'avance. Mais autrement, ils mm. ont proposé à peu près les deux solutions, la PAC de 400 kilowatts pour les deux, quoi. Dans les, sur la partie.
Bah, Le ça, c'est montant par rapport au C2E. kilowattheure Qmac, Mm. la part, le montant des C2E supérieur au coût de l'APE, c'est par rapport au kilowattheure Qmac, donc multiplié par la surface de l'établissement. Oui, c'est ce qui est un peu, c'est ce qui est un Mm. peu bizarre, justement. C'est peut-être pour ça qui freine un petit peu les C2E, c'est que voilà, en multipliant la surface de l'établissement, forcément, avec la puissance, on est arrivé à un montant comme ça, quoi. Et puis une bonification aussi des C2E si vous mettez en place un CPE. Donc ça, c'est aussi un truc à bien intégrer. Donc c'est aussi un avantage hein, du CPE, au-delà du côté quand même un peu complexe du montage de l'opération. Il faut un AMO quand même, une AMO. Euh, c'est vrai que c'est quand même pas mal et il faut l'intégrer aussi dans son plan de financement. Mais ça, effectivement, ça a évolué hein, c'est en 2021. La Oui. valorisation de C2E, elle est différente. Voilà, sur les Ouais, et périodes puis C2E, tout ça. Ouais. elle va être retirée, la PAC, je crois. Je sais pas sur la prochaine période Si, à bah voir est-ce qu'elle va être dans le effectivement. projet, le projet d'arrêté justement des C2E, là, il me semble que la fiche justement relative à l'installation de la PAC va disparaître. Hmm. Oui, c'est au départ pour encourager la filière, oui, comme tous les dispositifs, puis ensuite, ouais, Elle effectivement. va disparaître ou être modifiée, justement. Ils vont peut-être revoir le mode de calcul. Ouais, ou les critères de performance, des Hum, fois, qui hum. peuvent évoluer. Ok. Et puis, oui, la présentation, oui, Thierry, bien sûr, il y aura présentation, replay, la totale sur notre site Reset qu'on mettra en ligne. Bien sûr, il y aura tout ça. Oui. On prend une dernière question de Claudia sur les AMO sont plutôt spécialisés ou multi-activité, chaleur-froid, puis sur la partie sourcing de l'AMO. Ouais, bah, ça a été, bah, c'est, en fait, voilà, il y a que les, par rapport au chiffre d'affaires, par rapport aux critères, bah, il y a que les majors, les gros majors qui ont Hmm. répondu. Les AMO sont plutôt spécialisés aux multi-activités, spécialisés, bah, CVC, quoi, chaleur, froid, voilà, oui, plus spécialisé, ouais, chaleur et froid, on peut dire. Oui, CBT fluide. Oui, oui, un fluide, quoi. On a aussi, dans le cadre du programme Reset du réseau, sur l'Intradem, la plateforme Intradem pour les adhérents, j'avais mis une liste de bureaux d'études, qui est pas exhaustive, hein, mais vous avez aussi quelques coordonnées de BE, quoi, dont on retrouve celui qui a travaillé pour Chalon, c'était SF2E à l'époque. C'est ça. Mm. Mais il y a pas mal de, voilà, en région, on en trouve, quoi. Voilà. Et pas que des nationaux sur les AMO. Je propose d'aller dès 15h15, on va passer à l'IA. Ouais, si besoin, s'il y a des questions complémentaires au CPE, on pourra aussi les récupérer. N'hésitez pas à les poser là pendant que vous les avez en tête et puis on les traitera a posteriori. Du coup, je Type prends la main FAQ, sur. quoi. Je te laisse Pardon, faire, Margot? dites-moi si. Hop, là, si c'est OK pour vous. Si je prends la main sur la présentation, Vas-y, pas de Ouais, vous souci. voyez mon écran? ouais, Parfait. c'est bon. Parfait, excellent. Donc, pour rapide introduction, donc voilà, je représente DSI, donc qui est une entreprise adaptée. Je pense que c'est important de le dire. On est en majorité avec des collaborateurs atteints de handicap, et puis on s'est retrouvé à travailler avec l'hôpital de Chalon sur un marché uni-achat, du coup, pour justement développer cette partie plus économie d'énergie dans du monitoring, dans des solutions logicielles, sans forcément remplacement d'équipement, mais plutôt dans du pilotage. Donc nous on est implanté un petit peu partout en France et DSI Énergie, donc qui est la filière que je représente, est implanté en Occitanie. Donc qu'est-ce que DSI Énergie? L'idée c'est vraiment de dans le fond, unir trois pôles, on va dire, d'expertise pour essayer justement de faire de l'optimisation énergétique et du suivi en continu. Donc, il va y avoir la partie expertise humaine, donc comme dans tous les métiers, les analystes avec des compétences avancées puis des conseils dans le pilotage du bâtiment, une partie logiciel performant qui va nous aider, ben, donc c'est là qu'on vient prendre la partie plutôt IA, traitement des données en grande quantité, etc., qui va nous aider tout au long de notre travail. Et puis la partie collaboration, bien sûr, parce que je pense que
vous l'expérimentez tous et toutes dans votre travail, c'est que sur ces genres de grands projets, on peut rien faire tout seul. Nous, si on vient avec des analyses mais qu'il se passe rien au bout, ça ne change pas les choses. Donc, ça prend vraiment toute une chaîne, donc du logiciel, de l'analyse, de la collaboration avec des équipes du terrain comme Hervé, puis avec potentiellement les mainteneurs, etc., pour aller mettre les solutions en place et améliorer le fonctionnement du bâtiment. C'est vraiment ces trois pôles qu'on essaye de venir faire travailler ensemble. Donc nous, l'idée là de notre prestation, c'est vraiment la partie commissioning en continu. Donc c'est l'analyse de data en continu pour d'abord remettre le bâtiment au niveau de performance de design, ce qu'on appelle, donc qui est le recommissioning. C'est-à-dire qu'au moment où il a été livré, quel que soit la vie du bâtiment, que ce soit un très vieux bâtiment, un bâtiment récent comme celui de Chalon par exemple ou quoi, on sait que les contrôles se dégradent, que des fois, que ce soit le pilotage, que ce soit l'installation des équipements, il y a eu des petits couacs à l'installation ou dans la durée de vie ou lors de maintenance. Donc l'idée c'est d'abord bien sûr de remettre à niveau cette performance-là et après surtout de la suivre en continu pour être capable d'intervenir le plus rapidement possible dès qu'il y a un décalage, une dérive d'un équipement pour conserver cette performance. Et c'est là où la partie logicielle est très importante, puisqu'en tant qu'être humain, ce serait fort fastidieux d'aller regarder toutes les installations à tous les jours, à toutes les heures pour voir si ça fonctionne. Donc c'est là que c'est intéressant d'utiliser un logiciel performant. Donc nous allons utiliser un logiciel qui s'appelle Daibi. Donc je vous fais une rapide présentation du logiciel, on pourra y revenir plus dans les détails dans les questions si ça vous intéresse, mais c'est au moins pour comprendre un petit peu la structure et les potentialités du coup que ça offre ensuite dans l'analyse. Donc la première partie, ça va vraiment être de collecter toutes les données qui peuvent influencer le fonctionnement du bâtiment, donc les données énergétiques des CGRDF, des importations manuelles, qui seraient par exemple le nombre de lits, mettons, le nombre de couverts dans une cuisine, des données plus comme ça, toutes les données d'opération qui remontent sur la GTB, donc quel que soit le langage ou le protocole qui est utilisé. Ça peut être se connecter à des bases de données, ça peut être se connecter aux données NASA par exemple pour avoir récupérer des DJU pour pour corréler un petit peu les différentes opérations, les différentes consommations du bâtiment en fonction de tout ça. Donc on vient récupérer ce gros package de données et avec ça on va pouvoir faire deux choses majoritairement. D'abord un suivi énergétique, c'est à notre sens un peu la base pour savoir si on va dans la bonne direction, puisque l'idée c'est quand même de réduire in fine la consommation énergétique, comme l'a dit Hervé, tout en conservant un confort intéressant, enfin au niveau pour les personnes qui sont là, respecter les normes sanitaires, etc. Mais in fine, le KPI qu'on va suivre, c'est quand même la consommation énergétique. Donc là, on va pouvoir regarder la consommation énergétique avec des modèles basés sur les PMVP, par exemple, qui permettent de réguler cette consommation en fonction des degrés jour et de l'occupation ou d'autres facteurs d'influence, et aussi du suivi énergétique multisite. Donc le multisite, ça comprend aussi tout ce qui est sous comptage. Ça peut être, c'est des outils qui permettent de mettre en relation plusieurs compteurs, disons, que ce soit un bâtiment monobloc mettons, qui utilise plein de sous-compteurs, comme ça peut être par exemple le cas de Chalon, ou que ce soit un institut beaucoup plus parsemé ou qui compterait plusieurs bâtiments avec plusieurs compteurs ou sous-compteurs, mais au moins ça permet de centraliser tout ça et d'avoir une vue d'ensemble. Donc ce côté énergétique qui est très important pour être sûr qu'on va dans la bonne direction avec les mesures qu'on propose. Et le côté opérationnel, donc où là c'est toute cette partie-là qui va venir informer en fait les algorithmes derrière qui vont permettre de faire du suivi en continu et puis assez poussé. Donc c'est la partie jumeau numérique. L'idée là c'est de venir recréer, on va dire numériquement, les fonctionnalités des équipements du bâtiment. Donc qu'est-ce qui va être des centrales de froid, de centrales de traitement d'air, qui communique avec quoi, quels sont à la fois les entités et à la fois les flux qui les lient pour organiser la donnée déjà et puis ça va servir ça de base pour tous les outils en fait d'analyse qu'on va utiliser, que je vais vous présenter un petit peu après. Donc on vient récupérer toutes ces informations-là, et ensuite ça va nous permettre donc de faire de l'analyse et de suivi, que ce soit de l'analyse basée sur la visualisation, donc style tableau de bord, etc., des analyses avancées avec des contrôles prédictifs ou de la comparaison avec des fiches techniques, etc., et de la détection de fautes et indicateurs de performance, où là on est plus sur du c'est bon, c'est pas bon, ou c'est bon à 30%, mais qui nous permettent quand même d'axer en fait nos mesures ensuite et nos propositions de mesures d'amélioration. Donc
Ceci étant dit, comme je le disais au départ, si on ne va pas jusqu'à l'application de terrain des mesures, notre travail ne portera pas ses fruits. Donc la plateforme est aussi équipée d'une partie de suivi de mesures d'optimisation. Donc on peut aller au fur et à mesure informer toutes les mesures qu'on préconise et puis voir le niveau d'avancement, les remarques qu'il y a au fur et à mesure et de permettre de faire le suivi jusqu'à la mise en place de ces mesures et potentiellement le calcul des coûts de retour finalement, enfin ou des économies que ça a pu avoir ou des gains en confort, ou, etc. pour avoir un peu un suivi final de ce qu'on met en place. Donc ça c'était pour la partie solution, donc c'est vraiment l'idée, c'est que ça travaille en continu, donc ça peut être sur de la réduction de la consommation bien sûr, mais aussi donc sur la réduction des GES et sur l'amélioration du confort ou le respect des normes qui sont quand même, notamment en milieu hospitalier, très importants. L'idée c'est pas juste de couper des vannes, mais quand même de vraiment respecter cette partie-là, confort et respect des normes. Donc si on va un petit peu sur des cas concrets, ceci étant dit, par exemple donc avec l'hôpital de Châlons, on a commencé d'abord à faire donc ce que j'ai disais du recommissioning, essayer de voir d'après tout ce qui est DOE, analyse fonctionnelle et tout de départ, comment c'était supposé fonctionner. Donc ça, c'est des paramètres qu'on a pu rentrer dans la plateforme et comment ça opère en réalité. Typiquement, ça c'est quelque chose qu'on a pu soulever au début de notre collaboration, donc une CTA qui fonctionnait à régime constant au-delà du débit préconisé normalement par l'analyse fonctionnelle et par les calculs à la base. Et donc on a pu remettre les débits comme ils avaient été calculés dans les DO de base et puis mettre un réduit. Donc ça, par exemple, on a une réduction de plus de 30% des débits in fine, juste en venant remettre à niveau, disons, ces débits-là. Donc pour une petite mise en corrélation, côté plateforme d'IBIS, ça se matérialisait un peu comme ça. Là, on est vraiment sur la détection de faute, où après les paramètres qu'on avait pu rentrer, on nous a notifié que ça surconsommait en occupation et ça surconsommait en inoccupation par rapport au DOE. Et donc, on allait recaler ces deux paramètres-là. Dans le genre de détection de faute aussi, il y a par exemple la détection de cyclage. Donc là encore, c'est un module dans d'IBI qui nous permet de faire ça. Donc je vous montrerai aussi après ce que ça donne sur la plateforme, mais qui vient nous signaler que cette CTA cyclait beaucoup au niveau des serpentins chauds et de froid. Et donc on a pu le faire remonter toujours pareil avec le support bien sûr de l'équipe de maintenance pour aller changer les contrôles et puis avoir quelque chose de beaucoup plus propre, disons pour une CTA. Donc là encore, ouais, Je vas-y voulais Hervé. ajouter juste que le cyclage, Margot, en plus, quand il est détecté, en plus, il y a beaucoup de CTA qui cyclaient quand elles étaient en mode réduit. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait en plus pas s'apercevoir, puisque quand on regardait la CTA, on pouvait pas s'en rendre compte, puisque c'était simplement en mode réduit que les vannes chaudes et froides cyclaient. Voilà, juste une Tout à fait. précision pour dire que voilà l'intérêt d'avoir eu cette détection de faute en automatique, quoi. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu détecter. Peut-être Ouais. juste pour préciser pour les non-initiés, le cyclage, ça correspond à quoi? Pardon, c'est par exemple justement là sur les vannes de chaud et de froid dans un centrale de traitement d'air, mettons on veut une 23 degrés en sortie et au lieu d'avoir une vanne de chaud qui s'ouvre tranquillement et qui vient amener 23 degrés en sortie, eh ben on va avoir une vanne de chaud qui ouvre, mais du coup l'air monte à 24 degrés, mettons, donc après la vanne de chaud ferme, la vanne de froid ouvre, l'air redescend à 22 degrés, donc, et etc., etc., etc. Donc ça, c'est très peu efficace au niveau de la gestion thermique, et en plus, ça amène vraiment de l'usure au niveau des équipements, puisque voilà, on a toujours nos servomoteurs qui sont en train de faire s'ouvrir, fermer, Et de de manière un peu l'inconfort aussi, anarchique, et de l'inconfort et de aussi l'inconfort. quelquefois. Voilà. Et donc voilà, donc si je reprends sur comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans Daibi, encore une fois, ça l'idée c'est que la paramétrisation soit la plus simple possible. Donc ici, on a juste un petit module qui vient de dire pour mes serpentins froids. Ça c'est l'idée, si je reprends du jumeau numérique, c'est qu'on a paramétré de dire ok, tous ces points-là sont classifiés comme serpentins de froid. Donc ensuite dans mes analyses, je peux dire regarde tous mes serpentins de froid, ma commande modulante, ça aussi c'est grâce au jumeau numérique qu'on a ce modèle-là. Si on a plus de 4 cycles dans mon heure, dans une amplitude de 20%, tu me le signifies. Ça, c'est tout à fait personnalisable. Donc, selon si si on veut le mettre sur des vannes modulantes ou des pompes ou quel que soit ce qu'on veut, et si on veut avoir une détection plus ou moins fine, ben voilà, on peut venir
affiner ses paramètres. Et donc là, on a des rapports tout simples comme ça qui nous sortent, ou par exemple pour l'analyse du 16 janvier 2024, sur mes 61 équipements analysés, j'en avais un qui cyclait, et donc c'était la Bure 04, celle qu'on a vue tout à l'heure, par exemple. Donc ça, c'est voilà, c'est le genre de choses qu'on peut détecter. Ici, un cas tout à fait récent sur lequel on est en train de travailler avec Hervé. Donc par exemple, l'acide 01. Là aussi, donc on voit la GTB de l'hôpital de Châlons qui est ma foi fort fournie. Donc on a beaucoup d'informations. À première vue, tout fonctionne. Et si on le met en relation avec DAIBI, en fait, on se rend compte qu'il y a donc une sous-ventilation en période d'occupation. Là, tout simplement, on se rend compte que effectivement, ma consigne de débit de gaine qui est à 645 pascal est respectée, mais que en fait mon capteur au niveau de ma pression différentielle de ventilateur visiblement dysfonctionne, et donc que notre retour de débit réel n'est pas correct. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas une faute en tant que telle, puisque visiblement d'après cette sonde-là, le débit fonctionne et le ventilateur fonctionne, mais c'est une perte d'information d'analyse, puisqu'en fait ce débit-là, cette sonde-là ne nous ressort pas la bonne information. Pareil avec le débit d'R9 insuffisant, on voit ici que c'est pas en faute, mais que la vanne est ouverte à 100%, alors qu'on nous indique un débit nul. Donc là aussi, c'est une perte d'information. Donc corriger ça va nous permettre ensuite de pouvoir avoir des analyses plus fines, parce que pour l'instant, c'est des choses où on est aveugle. Donc ça, c'est aussi la solution permet de venir détecter aussi ce genre de choses. Et enfin, si on part un petit peu plus high level, disons, donc il y a vraiment de la détection de faute où on va regarder ce qui dysfonctionne par rapport soit au DO, soit à ce qu'on attend du système, mais avec les outils d'analyse, donc notamment la visuelle, mais d'autres, on peut aller vraiment faire de l'optimisation, donc aller plus loin que les DO, que l'architecture de base. Donc là, par exemple, c'était sur l'optimisation de température d'alimentation d'un circuit d'eau chaude, d'un sous-circuit chaud, où on était venu chercher, voilà, en retour, on voyait que pourtant la consigne de température était linéaire avec une petite augmentation d'alimentation quand il faisait froid, mais finalement, ça faisait un retour assez chaud, autour de 50 degrés, donc on a jugé que c'était pas forcément pertinent, qu'on allait la descendre plutôt vers 40 degrés, et donc on a pu venir retravailler cette courbe de température d'alimentation pour garantir à la fois le confort et à la fois, enfin donc un retour, on va dire, suffisant, et en même temps, on a gagné ici le fait que le retour soit plus bas, on a un meilleur rendement au niveau des échangeurs ensuite. Donc voilà, on peut aller sur des mesures comme ça grâce à ce genre d'outils d'analyse assez puissants, et je vous le montrerai après. Grâce aux jumeaux numériques, à tous ces algorithmes derrière, ça permet aussi de faire ces analyses de manière très rapide sur beaucoup d'installations. Donc de gagner du temps in fine sur la capacité de travail qu'on est capable de faire. Là, Et très rapide. Oui, vas-y. pardon, le jumeau numérique, tu as pu le faire en rajoutant un micro PC sur notre réseau tu Ouais. voulais en parler peut-être Ouais, après, ouais, non? je vais détailler ça. Mais effectivement, j'y reviendrai Pardon, dessus. Mago. Donc, bon, là, c'était rapidement pour montrer, voilà, aussi au niveau de la capacité, une fois qu'on a toutes ces données, de venir voir si notre mesure est efficace ou pas. Donc, sur cette partie de réseau thermique, on faisait le lien entre l'hiver 2023-2024 et cet hiver, donc avant et après qu'on ait changé la courbe de température. Et on voit que pour une température pourtant légèrement plus chaude en 2020, enfin, vers 2023-2024, on était à 1000 de consommation. C'est un KPI, c'est pas des kilowattheures, là, c'est en fonction de la modulation de la vanne, on n'a pas de compteur. Alors que en 2024, on avait du coup une température pourtant extérieure un peu plus fraîche, donc on aurait pu surconsommer en chaud, et on se retrouve à peine 500 donc, sur notre KPI. Donc on a quasiment divisé par deux cette consommation-là, disons. Donc là, ça a aussi des outils qui nous permettent d'être sûrs que les mesures qu'on met en place n'ont pas d'effet boomerang, disons, et que finalement on surconsomme pas parce qu'il y avait des effets qu'on n'avait pas vus. Donc voilà, je vais prendre une petite minute pour vous montrer, ça sera peut-être plus parlant aussi, la solution. Donc je vais le faire très rapidement, on y reviendra après, mais on va pas passer toute la séance là-dessus. C'est de se dire, donc on a voilà des choses comme des tableaux de bord. Ce que je voulais vous montrer, c'est toute la partie jumeau numérique justement, donc qui va se dérouler là. Comme le disait Hervé, l'idée c'est que, donc je vais prendre, c'était voilà ça, hop.
Donc on avait donc tous les équipements listés juste avant, listés en différentes familles, etc. Ça nous permet de venir d'abord organiser les points d'acquisition. Donc, comme le disait Hervé, on a installé un mini PC, donc c'est un petit module physique pour le coup, dans l'hôpital qui nous permet de remonter toutes ces données de GTB. Donc là, on va pouvoir attribuer toutes les données de GTB relatives à cette CTA qui s'appelle la Lab 01. L'organiser, là c'est la partie jumeau numérique dans des entités, ce qu'on appelle donc des filtres, des capteurs de débit, des capteurs de pression, des serpentins chaud-froid, des sondes de température, des ventilateurs, etc. On procède au mapping comme ceci. Donc chaque point est associé à un tag. Donc ça sera par exemple la commande binaire de ma pompe échangeur. Et c'est ce travail-là de modélisation, de création du jumeau numérique qui va permettre de faire toutes les analyses, que je vais vous montrer rapidement après. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est toute la partie flux, donc la mise en relation en fait des différents équipements, parce que pour avoir des analyses poussées, c'est très important, mettons là pour cette CTA-là, de savoir qu'en fait, son serpentin froid, il est alimenté par cette sous-station, son serpentin chaud par une autre, quelle zone ou quelle boîte de volume est-ce que ça dessert, etc., etc. Ça va nous permettre dans les analyses, rapidement, avec comme des métaformules, d'être sûr que non seulement ma boîte de volume, sa température soufflée est la même que sa consigne, mettons, mais qu'en plus, on est bien en train de faire du chaud alors que la CTA d'avant fait du chaud et alors que le serpentin qui alimente la CTA fonctionne. Et qu'il n'y ait pas quelque chose dans la chaîne qui fasse qu'il y ait des combats thermiques, qu'il y en ait un qui chauffe, un qui refroidit, un qui chauffe, ou des choses comme ça. Donc ça, ces liens sont aussi très importants pour aller pousser des analyses un petit peu plus systémiques, quoi. Et une dernière chose que je voulais vous montrer ici, c'est donc au niveau, la puissance du modèle, ça va être quelque chose comme ça. Si je reprends l'exemple de mes réseaux. Donc ça, c'est vraiment la partie, disons le rapport qui nous a permis d'étudier les réseaux que je vous ai présentés où on a fait des économies. Et en fait, in fine, je monte mes graphiques. Ça peut être tout type de graphique, tout type d'analyse. Pour un réseau, en spécifiant à DIB, est-ce que je veux une température d'alimentation, une température de retour, une modulation VAN, etc. Et simplement, ici, j'ai ma liste des réseaux. Simplement, en switchant d'un réseau à un autre, eh ben, j'ai ces analyses qui sont complètement transposables à tous mes réseaux. Et ça, donc, c'est par exemple vrai pour les réseaux de température, donc ce qui nous permet d'analyser un paquet de réseaux sans refaire à chaque fois les analyses. Et ce qui peut aussi nous permettre de sortir des rapports comme ça, mettons pour les CTA. Donc, pour utiliser le modèle, on utilise des métaformules comme ça. Ça ressemble un peu à de l'Excel. Il faut apprendre un peu à les utiliser, mais grosso modo, c'est ça. Et en fait, avec une formule, qui ici me dit je veux aller voir, comme je regarde les CTA, ma return air temperature, donc la température de retour de ma CTA, et ça va me chercher toutes mes températures de retour de toutes mes CTA sur les 24 dernières heures, mettons. Et je peux, bon voilà, après les colorer ou faire des petites analyses pour détecter rapidement si c'est correct ce qui se passe ou s'il y a des fautes. Donc voilà, ça c'est vraiment la force du modèle et la force de l'outil numérique qui va utiliser des algorithmes et puis des architectures, disons, de données qui vont permettre ensuite d'aller faire des analyses très puissantes et très rapidement et en partie automatiquement, enfin sur demande ou automatiquement selon les analyses. Donc ça peut aussi surveiller ce qui se passe même quand on dort, puisque nous sommes humains. Donc voilà, ça c'est vraiment rapidement pour vous donner une présentation un petit peu plus concrète de l'outil. Et si je pars sur la partie un petit peu processus, donc c'est ça que disait Hervé, comment est-ce qu'on en arrive là? Parce que c'est quand même du travail de faire 3 clics et puis d'avoir les analyses qui vont bien, qui sortent. Donc il y a forcément une partie contractualisation. Ensuite, il va y avoir toute une partie installation du mini PC. Donc ça, c'est le hardware qu'on installe pour venir récupérer toutes les données de GTB qui circulent, enfin en tout cas toutes les données qui circulent sur les réseaux de l'établissement. Et ça va être accompagné de toute une collecte d'informations. Donc là, je tiens à préciser dans les 3 pôles qu'on disait au départ, il y avait le logiciel, la partie analyste humain et puis la partie collaboration, c'est que ça, nous, pour faire notre travail, on a besoin de s'entraider avec la partie technique de l'hôpital, donc pour récupérer tout ce qui est plan, tout ce qui est analyse fonctionnelle, les contacts, les accès à la GTB, les schémas de principe, etc., etc., tout ce qui va nous permettre en fait de comprendre comment fonctionne le bâtiment. Et ça,
on est en général pas capable de le faire tout seul, donc il faut être bien conscient quand même que de la part de l'établissement qui veut partir dans ce processus, il y a quand même une énergie et du temps à fournir au départ pour qu'on monte en compétence un petit peu ensemble pour pouvoir bien démarrer ce projet. Donc toute cette collecte d'informations, ça va nous permettre de rentrer dans la phase de modélisation dans Daibi. Donc ça, c'est toute la création du jumeau numérique, ce que je viens de vous montrer qui va faire la base vraiment des analyses. Ça, ce qui est plutôt côté analyste. Et ensuite, on va pouvoir faire d'abord une analyse préliminaire. Donc c'est plutôt ce que je vous ai montré au début, qui est un petit peu la partie recommissioning, donc de voir s'il y a des gros écarts entre ce qu'on aurait dû avoir d'après les DOE, les analyses fonctionnelles, etc., et ce qui est réellement. Et puis ensuite, on rentre petit à petit dans une partie de commissioning continu, où là, c'est vraiment, donc c'est la partie dans laquelle on est actuellement avec l'hôpital de Châlons, où c'est vraiment des réunions tous les 15 jours, où en fonction de ce que nous ressort le logiciel et des analyses qu'on fait, on va aller en discuter, on va essayer de mettre en place les améliorations ou remonter les bugs ou les bris ou etc. qu'on a pu détecter, et puis avancer comme ça pour, en gros, essayer d'avoir augmenté la performance du bâtiment à 80-90% de sa performance max et d'essayer de la maintenir. C'est ça vraiment l'idée, c'est une fois qu'on est arrivé à quelque chose d'à peu près satisfaisant, de venir la maintenir et de pas laisser le bâtiment se redégrader parce que il y a quelque chose qui est brisé, parce qu'il y a une consigne qui a été changée rapidement pour répondre à un besoin spécial mais qui n'a pas été remis à sa valeur d'origine ou des choses comme ça. Voilà un petit peu. Et ça encore, je le répète, mais la partie commissioning continue, c'est vraiment de la symbiose et du travail ensemble entre l'équipe d'analystes et la 2DSI et les parties prenantes à l'hôpital. Il faut que tout le monde travaille ensemble jusqu'au mainteneur pour qu'on ait de vrais résultats, sinon ça fonctionne pas. Donc ça, c'est pour la partie temporalité. La partie facteur d'influence sur la réalisation en fait d'une prestation, ça va vraiment être la documentation. On sait très bien que, notamment dans le milieu hospitalier, il y a des bâtis très anciens, des bâtis beaucoup plus récents. Selon l'histoire du bâtiment, on a plus ou moins de connaissances sur où passent les réseaux, enfin bref, sur la disponibilité des documents, etc. On sait que tous les bâtiments, tous les sites hospitaliers ne sont pas égaux. Et donc ça, forcément, ça va un petit peu jouer sur nous, la capacité qu'on va avoir d'analyser, parce qu'on peut pas se permettre en tout cas, nous aujourd'hui, d'aller faire des audits très très poussés physiquement dans les bâtiments pour venir récupérer tout ça. Donc forcément, on va se baser sur la documentation que vous nous donnez au départ. Donc ça peut changer un petit peu sur l'efficacité que va avoir le projet. Les moyens humains, je reviendrai pas dessus, je pense que j'en ai déjà assez parlé, mais c'est vraiment important. Et la partie équipement, forcément, c'est quand même des analyses basées données. Donc, il faut que les équipements soient à minima communicants pour qu'on puisse travailler dessus. Et plus les lois de contrôle vont être permissives, et une GTB permissive, on ne s'est pas trop arrêté dessus, mais par exemple, l'hôpital de Châlons a un gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup de contrôles, beaucoup de lois de commandes qui peuvent être changées depuis leur GTB. Et donc ça te donne un grand pouvoir, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire directement en réunion ensemble. Là où il y a d'autres sites où à chaque fois qu'on veut changer une loi de commande, il va falloir passer par la firme qui a mis en place la GTB ou qui gère les automates. Et donc là, forcément, le processus est un petit peu plus long selon la configuration qu'il y a chez vous. Donc voilà un petit peu les trois pôles qui peuvent jouer sur la rapidité de mise en place puis la facilité de mise en place de toutes ces mesures, disons. Bien que, je pense que c'est important de le dire, dans la solution, je pense qu'il y a moyen de travailler quel que soit, on va dire, le niveau de maturité. Même si c'est juste du suivi énergétique au départ, puis qu'on a très peu de données GTB, qu'on a très peu de données d'opération, on peut commencer au moins par monitorer ça, voir quelques sous-compteurs. S'il y a que les groupes froids, mettons, qui sont communicants et pas du tout vos CTA ou pas du tout les réseaux thermiques, on peut quand même commencer à travailler avec les groupes froids. Enfin, ça peut être quand même étape par étape, disons. Même si tout le bâtiment n'est pas récent et connecté comme ce qu'on peut avoir à Châlons, il y a quand même du travail à faire à chaque étape. Dès qu'on a un peu de documentation et un peu de données qui remontent, on est capable d'aller chercher des économies. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et la partie contractualisation, je passe rapidement dessus. Là, du coup, on est affilié avec la CAIH. Donc, vous pouvez nous retrouver pour éviter de passer par des offres de marché compliquées, etc., par le marché IoT SCC, donc de la CAIH. C'est encore assez récent qu'on passe par là, puisque, comme je disais, on était passé par une IHA au départ pour le contrat qui nous lie à Châlons. Donc, vous pouvez commencer par, si vous avez des informations ou si vous voulez
des questions, commencer par prendre des contacts directs, donc soit avec Laetitia, qui est la responsable d'activité là de DS Énergie, ou avec Thomas Lepotier, qui est du coup notre partenaire SCC. Là, ça peut peut-être en intéresser certains, justement, dans le cadre du marché CIH, on est couplé avec une autre société, donc qui est SCC, qui permet, donc nous, on est vraiment la partie logicielle, analyse, suivi, etc. Mais SCC propose toute une partie d'installation de compteurs, sous-compteurs ou instrumentation quelconque. Donc pour des sites qui auraient l'envie d'aller sur plus d'instrumentation, justement pour on va dire maximiser l'impact d'une solution comme la nôtre sur leur bâtiment, on peut commencer par une première phase d'installation de capteurs sous compteurs, etc., puis venir mettre la couche logicielle au-dessus pour voilà, avoir plus d'informations et un plus gros impact. Marco, Ouais, la société SCC, elle fait partie aussi de la plateforme. ouais, tout à fait, c'est ça. C'est une plateforme aussi, on n'est pas obligé de faire une consultation, quoi. On peut les consulter directement, c'est ça? C'est le même. Là, dans Ok. notre marché, on propose une solution groupée. Bah, forcément, dans le devis, vous n'êtes pas obligé d'avoir des installations de capteurs si vous en voulez pas. Enfin bref, c'est modulable, mais on vient À la ensemble. Ouais. carte, quoi. Donc c'est la même, D'accord. ouais, c'est la même consultation. Ok, merci. Voilà pour ces deux salles. Et donc ensuite, comment ça se passe? Donc une fois que si vous êtes intéressé, il y a d'abord forcément un rendez-vous préliminaire pour définir les besoins, un peu les cahiers des charges, le gap technique, parce qu'encore une fois, ce que je dis, selon les établissements, vous partez pas du tout avec la même base, ni de savoir, enfin on va dire, ou de documentation, ni d'instrumentation. Donc c'est discuter un peu de tout ça avec vous pour voir quelle, à notre sens, quelle solution conviendrait le mieux. Un audit de terrain si nécessaire, notamment pour l'installation de capteurs par exemple. Et puis ensuite, on passe sur la partie finalisation contractuelle, donc avec une proposition tarifaire selon le cadre du marché, la validation des documents et puis le lancement du projet. Pour finir, juste une large partie sur les coûts et bénéfices, c'est très fluctuant puisque comme je le dis, on peut avoir des clients qui vont juste demander de l'analyse de quelques compteurs et puis avoir au moins un suivi mensuel de ce qu'ils consomment à aller monitorer l'ensemble du site qui est très connecté jusqu'à la moindre température de pièce. Donc l'éventail est large des besoins et puis des possibilités de chaque site. Mais grosso modo, le coût du logiciel, donc il va dépendre du nombre de bâtiments suivis, du nombre de compteurs énergétiques en suivi, puis du nombre de points d'opération en acquisition, peut varier entre, disons, 500 euros et puis 20 000 euros selon tout ça. Il va y avoir potentiellement un coût de formation et de support. Donc ça, c'est sur des heures de formation et de support. Ce qui est important de dire, c'est que dépendant de comment vous êtes outillé, vous, en termes de personnes qui sont capables de faire de l'analyse et qui ont le temps de faire de l'analyse, nous, on peut déléguer cette partie-là. Donc, si vous avez envie d'internaliser l'utilisation de la plateforme, la partie analyse, la partie suivi, etc. sur la plateforme, on peut très bien vous transmettre en fait cette expertise-là. Donc, vous former sur la plateforme et puis nous rester uniquement en support, mais pas forcément garder sous la main toute la partie analyse. C'est pas le but. Là, vraiment, les accès à la plateforme sont, sont gratuits. Ils viennent pas avec le coût du logiciel. On peut être 3 comme on peut être 10, ça change rien. Donc il n'y a pas de souci à déléguer ces connaissances si jamais vous voulez internaliser une partie de ces savoir-faire sur la plateforme. Donc là, c'est la partie coût, formation et support. Et puis donc du coup, dernière partie, c'est analyse et animation de projet. Donc où là, c'est porté par DSI si vous voulez pas l'internaliser. Donc ils vont comprendre les heures d'analyse, les heures de réunion, les livrables logiciels. Donc ça peut être des rapports, etc., etc. Donc c'est très très large. Grosso modo, on peut commencer quelque chose avec 1 000 euros par an. Les gros projets, ça va être autour de 50-60 000 euros par an sur du multicité des projets d'envergure. Donc je vous laisse vous situer là-dedans. En tout cas, nous, ce qu'on vise en général, c'est à peu près une économie entre 5 et 10% de la consommation actuelle par an. Donc voilà, en fonction de vos consommations, en fonction de comment votre bâtiment est équipé, des potentialités, à vous de voir quel service vous voulez en fonction de ça, jusqu'où vous êtes prêt à aller, puisque les analyses, on peut en faire autant qu'on en veut, mais avoir un petit peu, est-ce qu'on reste sur du 20% de temps pour aller chercher les learning fruits, disons les économies les plus faciles, ou est-ce que vous voulez vraiment pousser le process et pour aller faire le maximum d'économies possible, ça c'est un petit peu à vous de voir où est-ce que vous voulez vous situer. Voilà, rapidement, je pense que si vous avez des questions, c'est le moment. Merci Margot.
Merci Je pour ne ta sais pas si présentation. on n'avait pas préparé les gains justement sur le travail qu'on a fait sur les CTA. On aurait peut-être dû faire une diapo là-dessus par rapport aux gains réalisés, surtout les Ouais. débits. On l'a pas Ah bah. préparé, bon, dommage. La prochaine fois. Mais voilà. Oui, vous pouvez l'intégrer a posteriori quand on diffusera Oui, l'enregistrement. Si vous avez quelques éléments sous le coude à rajouter, pas de souci, hein, on pourra vous pouvez compléter le support. Ça peut être bien. Parfait. Alors, question de Hein. Grégory. Dans la phase recommissioning, vérifiez-vous les données DO. Oui, c'est ça. On va vraiment s'appuyer au départ sur toutes les notes de calcul, les DOE, les analyses fonctionnelles, etc. pour faire toute cette partie recommissioning. C'est vraiment la base, d'où le fait que la documentation au départ est quand même importante pour faire ce travail-là. Après, si je peux ajouter, des fois c'est normal qu'il y ait eu des évolutions entre les DO et puis le fonctionnement actuel, puisqu'il y a eu des remises à jour ou des choses comme ça. Donc c'est aussi une discussion. On va pas systématiquement revenir au DOE. C'est simplement faire une comparaison, discuter de si c'est pertinent ou pas, et puis si on se rend compte que c'était pas souhaité, là on revient hmm. aux paramètres des DOE. Par rapport au CPE, moi j'ai cette question aussi qui est en cours avec Dalkia en fait par rapport au périmètre des installations sur lesquelles il y a des gains. Comme finalement Margot avec la solution, là, il y a quand même Ben comment là, ça se coordonne en fait. ouais, c'était justement. Oh, t'es Hervé, il muté, a coupé Hervé. son micro parce que ta réponse n'est pas Eh, simple. Hervé, t'es muté. Oui. On te Non, voit bouger, Hervé, si tu peux activer ton micro. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je disais, ça c'est un petit peu ma crainte par rapport à ça, justement, vu qu'on avait déjà un CPE, qu'on était déjà engagé avec une entreprise, d'avoir des SIDIB qui arrivent ici, qui arrivent justement dans l'hôpital aussi avec d'autres solutions, avec des autres analyses que l'entreprise, que le prestataire n'arrivait pas à faire. Ça c'est clair et net. Ils ont vu de toute façon le gain que ça pouvait apporter. Donc on a fait une réunion justement par rapport à ça où la solution a été présentée, des SIDIB a été présentée justement aux prestataires. Après voilà, ça a pas donné ce qu'ils voulaient. On pensait qu'il allait avoir une proposition. Moi l'idée c'était que des SIDIB travaillent directement avec le prestataire et que nous ben, on s'écarte complètement de ça. Ça a pas abouti. Donc on a décidé de laisser comme ça. Tant pis, les gains qui sont faits, l'intéressement à d'IB revient à d'IB, et puis les gains qui sont faits, bah, le prestataire en bénéficie au même titre que nous. Et voilà, on marche tous dans le même sens. Voilà, tant pis quoi. Voilà, il y a de l'intéressement en fait prestataire et de l'intéressement des SI d'IB, puisqu'on n'a pas pu faire autrement. Donc voilà, mais le prestataire, il voit pas du tout d'inconvénient, au contraire, puisque ça leur permet aussi de détecter des tas de choses qui peuvent après mettre en application sur d'autres sites et tout. Donc ça les fait avancer aussi, ça les fait grandir également. Donc ils n'ont pas vu en fait beaucoup de problèmes à laisser la solution en place. C'est Puisqu'on plus par travaille rapport en au plus, contrat, tu sais, je me disais, comme la situation de référence, elle évolue un petit peu, et oui, que normalement, ils ont les clés du camion, entre guillemets, ou de la chaufferie, ou peu importe, des équipements. Là, oui, pour le coup, il y a une intervention quand même sur un la tiers. GTB, où il faut dire, Mhm. bah là, avec Margot, on a modifié tel paramètre, etc. Enfin, du coup, à chaque fois, j'imagine qu'il faut leur faire un petit journal de... Ça, on le fait. On fait une réunion une heure et demie, voire un peu plus, une fois par semaine, donc avec Margot, le responsable justement du site, responsable santé Saône-et-Loire, là, du prestataire et moi. Donc on se met tous les trois, on se connecte en visio, et Margot nous fait remonter toutes les fautes justement qu'elle a détectées pendant la semaine, et on échange justement sur pourquoi, comment, ben non, parce que c'est normal qu'on fonctionne comme ça. Nous, on amène des précisions, moi, par rapport à la connaissance du site, la connaissance aussi des services, Noam par rapport à d'autres connaissances aussi. Et en fait, on fait un travail tous les trois ensemble. Donc, toutes les modifications qui sont faites, en fait, les changements de consignes, les lois d'eau, les températures de soufflage, les ouvertures de vannes mini, tout ce qu'on fait, en fait, Margot le trace après dans un suivi, dans un fichier qu'elle envoie après aux trois, les trois, on a en fait tout ce qui a été modifié en fait sur la GTB pendant notre phase de travail.
et ça permet de garder l'historique et aussi de revenir aussi en arrière parce que moi derrière je suis appelé le lendemain parce il y a un petit problème derrière par rapport aux modifications qu'on a pu faire où j'ai pas pensé peut-être à l'occupation tel jour ou telle heure ou à des choses particulières et là bah ça me fait revenir en arrière, je refais un petit mail en disant à Margot attention, je suis revenu sur tel ou tel paramètre, j'ai modifié telle consigne pour voilà et donc on a un suivi permanent et le prestataire est informé constamment, justement, puisqu'il travaille avec nous, justement, à l'amélioration. Donc ça, oui, il faut pas l'écarter, puisque forcément, comme tu dis, c'est eux qui ont les clés du camion. À partir du moment où on va venir toucher des paramètres, modifier des consignes et tout ça, faut qu'eux, ils soient informés, quoi, puisque c'est eux, normalement, quand on la maîtrise. C'est tout à fait ça. Donc c'est pour ça on a fait le choix, justement, de faire des séances de travail avec eux. Et après, le responsable du prestataire remonte toutes les infos à ses techniciens sur site. Et puis après, nous, on échange après en local par rapport à la pertinence des modifications. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, non. Sur la partie, peut-être, moi j'en avais une sur la partie aussi jumeaux numériques. Si je comprends bien, alors peut-être, je sais pas si c'est le cas, mais le jumeau, c'est bien une modélisation, on va dire, en parallèle du bâtiment d'équipement. Il y a des tests, des simulations qui sont faites, et après elles sont appliquées, on va dire en réel. C'est ça, sur au niveau des paramétrages de la GTB, hein. C'est bien. Alors, non, pas tout à fait. C'est vraiment le jumeau numérique, c'est vraiment la structure, disons l'architecture sur laquelle vont se baser tous les logiciels ensuite, enfin tous les algorithmes contenus dans Daibi. C'est-à-dire que c'est d'informer, de dire on a plusieurs types de boîtes, mettons une boîte centrale de traitement d'air, une boîte capteur de température et tout, et on vient organiser toute la donnée qu'on a en disant ben voilà sur cette centrale de traitement d'air c'est ça ces données d'opération, c'est ça c'est min max, ses consignes, etc., etc., etc. Donc, le jumeau numérique, c'est vraiment cette boîte où on vient tout organiser et tout labelliser, disons. Donc, nous, ce qu'on appelle des tags. Et c'est ensuite des algorithmes autour qui vont venir regarder qui, effectivement, euh, est-ce que, on sait qu'une centrale de traitement d'air est supposée alimenter ça et que du coup, c'est supposé faire ça. Enfin, bref, toute une chaîne de logique. Si cette chaîne de logique est brisée, dans ce cas-là, ça fait une faute, mettons, etc. Donc, vraiment, le jumeau numérique, c'est l'organisation l'architecture du projet, et c'est sur ça que vont se baser tous les éléments, ensuite tous les algorithmes d'analyse autour. D'accord. Voilà. Je sais pas si ça inspire d'autres établissements, enfin référents qui sont là aujourd'hui, si ça vous semble complexe ou pourquoi pas faisable sur des sites où finalement il faut quand même un petit peu de compteurs communicants, quelques objets connectés, des équipements quand même relativement récents, mais et par rapport au décret Bax, Margot, j'imagine qu'il y a aussi un peu ce sujet-là ou pas, enfin comment, C'est parce pas qu'il y du a des tout. liens là-dessus pour se dire bah tiens oui, si en faisant une intervention, on peut un peu aussi travailler là-dessus, je sais pas si c'est le cas chez vous. Bah, pour l'instant, ça s'est pas forcément présenté. Après, nous, dans la définition des besoins clients, s'il y a ces problématiques spécifiées ou des endroits où le client veut aller en particulier, il n'y a pas de problème pour l'accompagner là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas eu quelqu'un qui était vraiment Hmm. particulier, enfin, qui voulait mettre ça en avant, quoi. Mais Oui, c'est une mise en possibilité. conformité, comme c'est depuis le début janvier, c'est pour ça que je me posais la question sur les demandes, mais finalement, oui, est-ce que le décret est aussi connu, quoi? Je me pose la question, même si ça Ouais, fait je sais pas. bien l'étude, quoi. En tout cas, visiblement, c'est pas la priorité encore Encore forcément pas. des gens tout de suite. Hmm. Ça pourrait le devenir. Ok, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres Bon. questions, je sais pas. Donc, l'idée, c'est de compléter effectivement les quelques gains, vous disiez, hein, sur, Mm. et oui, puis sur la durée de la mission, là, j'ai peut-être pas relevé comme il faut sur Chalon. Le contrat, il dure combien de temps, en fait? Parce qu'on voit qu'il y a un commissioning permanent, mais, Ben, est-ce il y qu'il y a avait une phase une, R&D, comme c'était une solution innovante, c'est UniHA avait lancé ça en fait. Il avait en fait lancé ça, c'était une solution innovante de comptage et de supervision. Donc il avait lancé justement cette consultation. Les entreprises ont répondu et ont eu des différents sites positionnés dans plusieurs endroits de la France. Donc ici vous avez gagné un lot donc où il y avait Chalon et Lille dedans.
Lille, c'était un petit peu compliqué, c'est ça, puisque justement, ils n'étaient pas équipés de GTB, donc vous avez eu un petit peu du mal à mettre en place la solution. Et nous, donc pendant un an, donc on était en R&D par rapport à ça. Donc ils ont mis les micro PC, c'est ça, hein, Margot. Vous avez récupéré tous les points, toute l'analyse. On a travaillé sur les DOE, les indices fonctionnels, les fonctionnements, les particularités de service et tout. Et après derrière, on est venu justement en exploitation c'est pendant 3 ans. Ouais, C'est ça, Margot. avec le marché mini-achat. Je pense qu'avec le Voilà. marché du coup de la CIH, là, il y a plus de limite de temps forcément. Ça va être dépendre, enfin, ça va être contractuel en fait au moment de signer avec les partenaires. Donc, nous, en général, ce qu'on préconise, c'est au moins de partir sur 2, 3 ans pour avoir à la fin, parce que même il y a certaines analyses, on est obligé d'avoir pour étudier les saisonnalités, donc l'hiver, d'avoir une année de référence avant. Donc c'est quand même bien d'être au moins sur 2, 3 ans pour avoir justement le temps de faire la partie analyse de départ, de mettre en place le commissioning continu et puis d'avoir du recul un peu saisonnier pour avoir quelque chose d'intéressant. Et ensuite, en gros, en général, sur les 2, 3 premières années, on arrive à peu près à voir la majorité des grosses mesures qui sont sorties et vraiment la majorité du travail ensuite va être de maintenir cette performance-là, et donc avec de la détection de fautes, etc. Donc là, qui demande moins d'investissement humain des fois, mais puisqu'il y a toute la partie justement modélisation du jumeau numérique, récupération des documents, tout ça qui est fait juste une fois. Et après, ça va être sur du suivi, et le suivi peut durer potentiellement 10, 20 ans. Enfin, c'est l'idée après, c'est de forcément que ça soit un coût moindre pour le client, puisqu'on va peut-être aller moins passer du temps sur des analyses, etc. Mais être sûr qu'une fois que tout ça se soit paramétré dans la plateforme, et ben continuer à voir les fautes qui sortent régulièrement et puis à agir rapidement. Donc ensuite, la presta peut s'étaler sur du long terme. Mais ça va dépendre des besoins clients. Ça sera peut-être plus simple maintenant, justement, avec la plateforme, que nous, avec UniAchat, on a répondu quand même Tout à fait. à la proposition. Il y a une phase de R&D. Au niveau des tarifs aussi, comme c'était une solution, c'était en R&D. Donc, vous étiez pas bien orienté par rapport aux tarifs de prestation, par rapport aux Mhm. gains, puisque c'était un pourcentage sur le montant global des consommations d'énergie annuelles. Donc voilà, vous alliez quand même à tâtons. Maintenant, ça doit être un peu plus cadré. Vous avez maintenant plus le retour justement avec Chalon notamment et d'autres sites qui Oui, tout à voilà. fait. Et c'est pour ça aussi que là, du coup, on s'est mis dur sur le marché. Enfin, c'est UniAchat qui nous a proposé de se mettre sur le marché de la CIH, justement parce que leur but à eux, c'est de mettre ça le plus facilement d'accès à la majorité des hôpitaux. Et donc, c'était la voie a priori la plus facile aussi, justement, pour contractualiser avec les hôpitaux là-dessus. C'est pour ça qu'on a switch de marché. Ok, très bien. Ouais. À bientôt, Benoît. De toute façon, on va terminer là. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Puis il est bientôt 16 heures, donc On est dans les temps. tip top. Parfait. Merci bien. Euh, eh ben, écoutez, à très bientôt. Merci à tous les trois, hein, à Margot, Romain et Pierre-V, pour Merci David. d'avoir pris Merci du temps justement pour voilà, partager votre travail. Et c'est vraiment appréciable, je pense, pour tout le monde. Et puis, donc, on mettra en ligne prochainement, je vous ferai un petit mail quand les supports seront disponibles. Voilà. Ouais, ouais. Et puis Parfait. n'hésitez pas aussi si vous voulez un peu plus d'informations par rapport à l'expérience qu'on a nous avec DSI et notamment Margot par Mm. rapport à ça. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi, hein, si Et, vous voulez un peu plus de renseignements. Mm. ouais, on Super. répondra avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup. À Merci très beaucoup. bientôt alors. Au revoir. Merci à tous.